La semaine dernière, je crois, ou dans un cours plus lointain, je vous ai parlé des cellules souches, je parle souvent des cellules souches, en nous interrogeant sur la question des niches, car on peut revoir ici, je suis plus confortable aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis une petite table là en plus, la prochaine fois, ce sera avec une canne, ça sera formidable. Donc, la question des niches. Et dans la question des niches, la question aussi de la circulation, ou plus largement de l'environnement cellulaire et de l'environnement circulatoire des cellules. Et du rôle de cet environnement dans la physiologie des cellules souches, leur quiescence, leur renouvellement, leur différenciation. Il y a un rôle évidemment sur les altérations épigénétiques de ces cellules. Donc, je vais y revenir aujourd'hui pas mal, à travers des expériences récentes qui ont fait pas mal de bruit parce qu'elles sont assez spectaculaires et je pense que vous avez dû en entendre parler en lisant vos journaux préférés, qui sont des expériences qu'on appelle de circulation croisée entre souris ici, pour l'instant entre souris. Et ça commence par un article relativement ancien, en fait, qu'on doit à l'équipe à Villeda et collaborateurs, enfin relativement ancien, de 2011, qui a identifié une molécule qui favorise le vieillissement cérébral, qui favorise, ouais, en tout cas au niveau des cellules souches neurales adultes, puisqu'il y a cette neurogénèse adulte dont nous parlons souvent. Donc cette diapositive vous rappelle une fois de plus que les cellules se répartissent, souches adultes se répartissent entre celles de la zone sous-ventriculaire qui migrent pour aller vers le bulbe olfactif chez la souris et peut-être, on en a débattu ensemble, vers le striatum chez l'homme, et puis les cellules de l'hippocampe, du denté gyrus denté, qui génèrent des neurones glutamatergiques au niveau de l'hippocampe. Donc ce qu'on appelle la zone du gyrus denté au SGZ, à l'opposition de SVZ pour celle de la zone sous-ventriculaire. Et ces neurones d'ailleurs, dont on sait qu'ils sont extraordinairement importants pour la cognition, mais aussi pour la régulation de l'humeur, en tout cas selon certaines théories qui disent que des syndromes dépressifs particuliers seraient associés à des altérations de la neurogénèse dans la zone, dans l'hippocampe adulte. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, je vous présente ici là, le modèle qui va être développé pendant le début du cours d'aujourd'hui, qui est le modèle des circulations croisées, c'est-à-dire que ça s'appelle ça la parabiose. Ce sont des très très vieilles manips de physiologie, en fait, pour ceux d'entre vous qui ont lu les anciens. Et beaucoup des expériences que je vais vous raconter aujourd'hui sont fondées sur ce système où deux animaux partagent la même circulation. C'est-à-dire qu'on fait des greffes entre les systèmes circulatoires. Et donc, en fait, ce sont deux animaux différents, mais ils ont le même système circulatoire, ce qui fait qu'on peut regarder l'influence en fait, de la circulation de l'un sur la physiologie de l'autre. Mais c'est croisé, donc ça va dans les deux sens, comme vous allez le voir. Donc l'importance de la circulation générale sur le système nerveux, bien sûr, peut s'expliquer par le passage de molécules et même de cellules vers le cerveau à travers ce qu'on appelle la barrière hémato-méningée dont je vous ai souvent parlé. Et même s'il est généralement admis que ces choses-là ne se font pas, c'est-à-dire qu'il ne passe rien entre la circulation et le cerveau, mais en fait il passe des choses. Ça, c'est lié, si vous voulez, le fait que ça ne passe pas, c'est lié à des jonctions serrées qui se font au niveau des cellules endothéliales. Voilà les vaisseaux, avec leur, vous voyez ici les cellules sanguines. Normalement, vous avez les cellules endothéliales, vous avez les cellules musculaires qui permettent de contracter les vaisseaux, et entre les cellules endothéliales, vous avez ce qu'on appelle des jonctions serrées qui empêchent les composés de passer de la circulation vers le cerveau. Et ces jonctions serrées, je le dis tout de suite parce que je n'aurai besoin peut-être tout à l'heure, sont générées par le contact de ce qu'on appelle les pieds astrocytaires qui viennent au contact des cellules endothéliales. Donc normalement, les choses ne passent pas entre la circulation et le système nerveux,
Et donc, dans ces expériences de circulation croisée, normalement, les effets qu'on voit ne doivent pas être des effets qui sont liés à ce type de passage, encore que, en fait, je pense que c'est faux. Il y a des choses qui passent et on en parlera dans un instant. Donc, si je reprends le fil, chez les souris, hein, ça vous le savez maintenant, on observe une baisse de la neurogénèse avec l'âge, ainsi qu'une augmentation de l'inflammation. C'est un truc classique que le vieillissement s'accompagne d'une augmentation du processus inflammatoire. Et parallèlement, au cours du vieillissement, on observe aussi une diminution de la plasticité synaptique et aussi une sorte de diminution des capacités comportementales dans des tests qui sont des tests assez classiques sur lesquels je reviendrai, comme le conditionnement anxieux, hein, qui dépend du contexte. Vous vous rappelez, vous mettez une souris dans un certain environnement, vous mettez une petite musique et puis vous envoyez un choc électrique. La fois suivante, quand elle entend la musique, si elle a bonne mémoire, elle freeze, comme on dit, comme ça. Mais si elle n'a pas de mémoire, elle s'en fiche, elle ne montre pas de signe d'anxiété particulier. Pareil pour ce qu'on appelle les... Je pense que j'ai pris une diapositive. Les tests de mémoire spatiale, là qui reposent beaucoup sur l'hippocampe. Si vous balancez une souris dans un bol comme ça, qui est assez grand, avec une petite plateforme qui est cachée sous du lait, eh bien, si elle est capable de s'orienter dans l'espace, elle est capable de nager rapidement ou d'apprendre rapidement à aller retrouver cet endroit-là. Il y a une variante qui est un corridor à 6 branches. Il faut trouver le bon corridor pour là où il y a la plateforme pour sortir, parce que ce ne sont pas des souris qui aiment, les souris n'aiment pas vraiment nager. Voilà. Donc, pour comprendre cet aspect du vieillissement, pour comprendre surtout si ces aspects du vieillissement pourraient être en partie liés à l'environnement périphérique et systémique, c'est-à-dire toute la circulation, les auteurs donc ont fait appel à ce protocole de parabiose que vous voyez ici. Et la diapositive suivante vous illustre le résultat de ce type d'expérience. Alors là, je pense que c'est celle-là. Donc, le résultat de ce genre d'expérience. Donc, à gauche, vous voyez que chez une souris jeune, alors là, ce sont deux jeunes qui sont en interaction. Là, on a couplé une jeune avec une vieille, et là, on a couplé deux vieilles ensemble. Et dans ce système-là, on regarde la neurogénèse à différents niveaux, et en particulier, évidemment, dans l'hippocampe que vous voyez ici. Donc, si vous avez ces deux souris isochroniques jeunes, vous voyez que vous avez une bonne neurogénèse. Ce que vous voyez, je pense, en marron, c'est le marquage par DCX. Je vous rappelle que DCX, c'est un filament intermédiaire qui marque les neuroblastes qui viennent d'être formés au niveau ici de la zone de la SGZ, donc du denté de gyrus, du gyrus denté. Et donc, si vous regardez ici, vous voyez que vous avez un marquage relativement fort. Chez les vieilles souris, ce n'est pas terrible, comme vous pouvez voir ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous faites un marquage hétérochronique, c'est-à-dire que vous prenez une vieille souris et que vous la croisez avec une jeune, vous voyez que ce n'est pas bon pour la jeune, hein, si vous comparez, mais que c'est bon pour la vieille. Donc, ce que vous voyez, c'est que la jeune vieillit et que la vieille rajeunit. Donc, bon, je n'en tirerai aucune conclusion. Bon, enfin, il y a des jeunes ici, méfiez-vous, si vous voyez quelqu'un d'un peu plus âgé qui s'approche, c'est peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Donc, soyons prudents. Donc, ça, c'est assez drôle, effectivement. Et là, c'est un autre genre d'expérience. Là, c'est des marquages, si vous voulez, c'est des cellules qui sont marquées au BRDU, c'est-à-dire qu'on regarde les cellules qui prolifèrent, et on voit de nouveau que si vous prenez une souris très ancienne, alors là, elles ont 21 mois quand même, hein, c'est des gérontes affirmées,
il n'y a pas beaucoup de neurogenèse, mais que si vous la croisez avec une jeune, ça repart un peu, hein, pas mal même, alors que bon, ben, chez la jeune, ça diminue, c'est un coup de vase communicant, quoi. D'ailleurs, c'est des circulations croisées, donc c'est normal. Et vous pouvez aussi regarder ça au niveau de ce qu'on appelle la LTP, c'est-à-dire que la long-term potentiation, qui est censée être un test cognitif au niveau de l'hippocampe, vous voyez que chez ces malheureuses jeunes souris qu'on a mis en circulation croisée avec des vieilles souris, eh bien, ça ne leur fait pas du bien à la mémoire. Voilà. Donc ça, c'est... Mais là, ils n'ont pas regardé si ça montait chez les souris âgées. Voilà. Donc à partir de ces expériences quand même très spectaculaires de 2011, ces mêmes chercheurs, je crois, ont décidé d'injecter en intraveineuse, parce que bon, croiser les souris ensemble, c'est pas très drôle. Enfin, c'est drôle, mais c'est fatigant. Donc ils ont essayé d'injecter directement dans la circulation du plasma de souris jeunes ou de souris vieilles, hein, ça dépend. Ils ont fait dans une souris jeune. Ils ont pris une souris jeune et puis ils ont pris du plasma de souris âgée ou de souris jeune et puis ils ont injecté 4 injections dans une période de 10 jours et d'évaluer les effets de cette opération sur le comportement dans les tests cognitifs habituels, tests contextuels à la peur, dont je vous rappelais les principes il y a 2 minutes, et celui d'orientation dans le bain, dans la piscine de Maurice, on appelle ça. En fait, ici, c'est avec des armes, avec des bras radio, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, et qui donne une idée de la capacité qu'a l'hippocampe d'acquérir une mémoire spatiale. Hein, parce que, vous voyez, dans un système comme ça, il y a des petits marqueurs autour, c'est-à-dire que la souris, quand elle la met là, elle sait s'orienter par rapport à des objets qui sont extérieurs, et donc aller nager vers l'endroit qui est l'endroit adéquat pour retrouver la plateforme cachée sous le lait et qu'elle ne peut pas voir, mais dont elle doit se souvenir d'où elle a été placée. Donc ils ont fait ça, et donc cette diapositive vous donne le résultat de cette expérience. Donc voilà une souris jeune à qui vous injectez ici dans la veine de la queue du plasma de souris jeune ou du plasma de souris ancienne. Et de nouveau, si vous regardez la différenciation de neuroblastes au niveau de l'hippocampe, vous constatez qu'ils avaient moins d'expression de DCX, ce marqueur de jeunes neurones. Ça peut se voir aussi en comptant le nombre de cellules dans le Dante Gyrus. Vous voyez que vous avez une baisse du nombre de cellules. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Et vous pouvez regarder ici le comportement de freezing, qui montre que quand on lui a donné un choc électrique, elle se souvient qu'on lui a donné un choc électrique. Donc cette souris-là, ou ces souris-là, elles restent immobiles et un petit peu paralysées comme ça pendant un temps assez long. Mais celles qui ont reçu du plasma de souris anciennes, elles sont plus heureuses, elles ont oublié la douleur du choc électrique, donc elles n'ont même pas peur. Voilà. Et celles-là, elles apprennent, c'est-à-dire que le premier jour, on fait un entraînement, vous voyez que le nombre d'erreurs avant de trouver la plateforme diminue progressivement avec l'entraînement, mais le jour après, si vous revenez, si vous avez des souris qui ont été injectées avec le Young Plasma, eh bien, elles se souviennent et donc elles continuent à s'améliorer, alors que celles-là, même si elles avaient un tout petit peu appris, elles ont perdu complètement l'apprentissage. Donc ça a aussi un effet sur la mémorisation. Donc les auteurs ont alors fait un pari, qui est un pari, une hypothèse, donc, qui était de rechercher par une approche de protéomique les niveaux de certaines protéines. Jeune versus vieux, jeune versus jeune vieilli, d'accord, par le plasma. Et l'idée était de regarder ce qui se passait au niveau de ce qu'on appelle la famille des cytokines ou les chémokines, avec l'idée qu'elles avaient à la tête que l'effet négatif du plasma de souris âgées était lié à refléter en fait un état inflammatoire. C'est-à-dire que ce qu'on imposait à ces souris jeunes, c'est une inflammation. Et ils se sont concentrés sur un certain nombre de protéines qui sont ici représentées, CCL2, CCL11, etc. Et pour des raisons que je ne vais pas vous définir, mais en fait,
je ne vais pas vous dire pourquoi, mais enfin, il y a une raison logique d'aller se concentrer sur ces protéines-là. Et ils se sont, parmi celles-là, plus intéressés à CCL11, hein, parce que c'est une chémokine, si vous voulez, qui est connue pour la réponse, son rôle dans la réponse allergique. Mais on ne l'avait jamais avant considérée comme intéressante dans les processus de vieillissement ou dans le contrôle de neurogénèse. Donc ils ont voulu regarder ce que faisait cette protéine. Et comme d'habitude, j'avais un moment où je me perds tout de suite dans mes trucs. Oui, ça. Et dans cette même diapositive, ce que vous voyez ici qui est assez amusant, c'est que si vous regardez le plasma des souris, vous voyez qu'avec l'âge des souris, on a une augmentation de la concentration de cette protéine CCL11 ici, qui augmente pas mal. Il y a une dispersion, bien sûr, toutes les souris ne sont pas égales, même quand elles sont syngéniques. Et vous voyez qu'en moyenne, voilà, c'est ça. Chez les sapiens, c'est intéressant, vous avez aussi une augmentation au cours de la vie, entre 20 et 90 ans, de la concentration de cette chémokine, même si évidemment il y a aussi une énorme dispersion que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire qu'il y a des humains de 70 à 80 ans qui en ont quand même moins que certains petits jeunes. Peut-être qu'ils avaient eu une infection tout simplement, hein, donc récente. Mais il y a une augmentation moyenne avec la durée d'existence. Ce qui est amusant de voir ici, c'est que les pré-hétérochroniques ont un niveau 100 par exemple, mais qu'après la parabiose, qu'on les ait donc croisés avec des souris plus âgées, le niveau de cette chémokine augmente dans leur circulation. Donc il y a une augmentation avec l'âge, et de ça suit un certain nombre d'expériences que je vais résumer dans la diapositive suivante, je pense, en numéro 7. Voilà, celle-là. Donc pas mal d'expériences qui démontrent par perte et gains de fonction sans injection dans le péritoine, là, directement dans le ventre, que CCL11 régule à la fois la neurogénèse et la cognition dans les deux thèses. Donc vous voyez ici, vous avez donc vous injectez soit du véhicule, c'est-à-dire rien du tout, soit de la flotte, quoi, du sérum physiologique, soit la chémokine, soit la chémokine et un anticorps contre la chémokine pour la neutraliser. Et vous pouvez faire aussi des injections directement dans l'hippocampe, dans le cerveau, pour voir ce qui se passe, et les résultats sont relativement identiques. Vous voyez ici qu'une injection en intrapéritonéale diminue l'expression de DCX. Elle ne diminue pas si on neutralise la chémokine avec un anticorps dirigé contre la chémokine. Et là, c'est le même anticorps, mais c'est un isotype, il n'est pas actif. Et vous voyez que là, on a de nouveau la perte d'expression de DCX. Donc ça veut dire que la chémokine injectée en intrapéritonéal a un effet, même en intrapéritonéal, a un effet sur la neurogénèse. Et là, c'est la même expérience, de toute façon, qui est faite en intra-hippocampe directement. Et vous voyez que vous avez les mêmes résultats, c'est-à-dire que si vous injectez le véhicule, ça va bien, mais si vous injectez l'anticorps anti-CCL11, je vais le montrer ici, on a une baisse de l'expression de DCX. Et ça a des effets aussi sur le comportement, c'est-à-dire là, c'est le comportement de freezing après donc, ce qu'on appelle la peur contextuelle. Vous avez une perte d'apprentissage quand vous augmentez cette protéine de type inflammatoire, et vous avez aussi une perte de la capacité d'apprentissage de là où est la plateforme quand on met la souris dans la baignoire de lait. Donc on pourra résumer cet article en disant qu'il lie une forme de vieillissement, enfin il n'y a pas que l'hippocampe dans l'existence, mais donc une forme de vieillissement de l'hippocampe en tout cas, à un déficit de neurogénèse adulte et à des modifications synaptiques qui sont observées dans cette structure.
Donc, alors, on peut se souvenir quand même de l'expérience des données de Friesen, de l'équipe de Friesen dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, je crois, qui suggère que la baisse de neurogénèse avec l'âge chez Sapiens est très inférieure à ce qui est observé chez les souris. D'ailleurs, c'est exact, il n'y a pratiquement pas de baisse de neurogénèse dans l'hippocampe chez les humains. D'ailleurs, la diapositive précédente vous montrait quand même cette incroyable hétérogénéité qu'on peut trouver chez Sapiens au cours du temps. Bon. Donc, l'approche protéomique de nos collègues était très ciblée. Ils ont regardé quelques chémokines. Et on peut évidemment imaginer qu'il y a une foultitude d'autres facteurs qui interviennent. Mais il reste relativement intéressant de constater que les chémokines, dont la concentration augmente avec l'âge chez les souris, bien entendu, vieillissement naturel ou artificiel, si on vous croise avec une vieille souris, enfin si on croise des jeunes souris avec des vieilles souris, sont toutes localisées sur. Donc toutes ces chémokines sont localisées sur moins de 70 kilobases du chromosome 11 chez la souris, donc ce qui est très très faible. 70 kilobases, c'est rien du tout, hein, 70 000 bases. Et ça suppose qu'il y a une sorte de locus vieillissement chez la souris sur le chromosome 11, qui est intéressant par rapport à la question de la génétique du vieillissement, bien entendu. Donc ça peut nous amener à une démarche qui est la démarche inverse, qui consiste non pas à vieillir les jeunes, mais à rajeunir les vieux. Donc nous parlons des souris, hein, toujours. Donc il y a 2 articles sur ce thème qui ont été publiés en 2014, dont un du groupe qui est responsable de l'étude que je viens de parcourir rapidement, et une autre équipe dont je vous parlerai aussi. Donc, je vais commencer par l'équipe du même groupe, là, de Villeda et compagnie, et leur étude sur le rajeunissement par circulation croisée. Donc, les auteurs reconnaissent, bien entendu, ce n'est pas nouveau, que les études de rajeunissement par ces techniques de parabiose ont été conduites par d'autres chercheurs, et sur d'autres tissus, mais sur d'autres tissus, en particulier sur le tissu musculaire et sur le tissu, mais pas sur le tissu nerveux, très peu sur le tissu nerveux. Hein. Mais pour ce dernier, quand ils l'ont fait sur le tissu nerveux, il n'y a jamais eu de référence aux questions cognitives. Donc là, eux, ils partent d'une étude génomique par séquençage ou par microarray, je ne reviens pas là-dessus, maintenant vous savez à peu près de quoi ils retournent, qui sont menés sur des hippocampes de souris âgées, des hippocampes donc de souris de 18 mois, et des parabiontes, c'est-à-dire des souris en circulation croisée, âgées ou âgées jeunes. Hein. Et en comparant toutes les données qu'ils ont obtenues chez les animaux âgés et ces animaux qui sont excusez-moi, dans ce système, et en utilisant des programmes qui sont des programmes d'analyse des catégories des gènes qui bougent ou des voies qui sont impliquées, ils tombent essentiellement sur des gènes de... oui, donc là en gris c'est âgé, et là c'est âgé jeune, donc on voit qu'il y a des gènes qui sont régulés de façon différente. Et donc, on arrive à reconstruire des réseaux de ce type dans lesquels il y a des nœuds, hein, des hubs, qui sont des gènes que nous connaissons bien. Parce que, par exemple, il y a le gène CREB. Et vous savez que CREB phosphorylé, si vous vous rappelez les expériences dont je vous ai parlé l'année dernière de Candel et le réflexe de retrait du siphon de la plisie quand on lui touche, il fait comme ça. Là. Et ça, c'est lié à l'action de CREB phosphorylé. Il y a aussi des gènes qu'on appelle des gènes immediate early genes, c'est-à-dire des gènes qui, dans des situations d'apprentissage ou de simulation, sont exprimés extrêmement rapidement, en moins de 5 minutes. Par exemple, CFOS, qui est un facteur de transcription, vous pouvez le voir apparaître en moins de 5 minutes. Pareil pour GR1, qui est un de ces facteurs. Donc on voit ici que CFOS aussi réagit. Il y en a un qui ne réagit pas, c'est ARC, ça m'a pas étonné, mais bon, ça c'est... Je dis ça pour mes collègues qui sont dans la salle. Donc... en fait, ce qu'on a là, c'est dans la diapositive suivante, on peut voir. Alors, là, vous voyez, ça, c'est système d'interaction, et on voit que en fait, ces 2 gènes sont vraiment au centre d'un réseau. Ça, c'était assez intéressant. Et donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu l'expression de ces gènes
dans des systèmes d'interaction isochronique ou hétérochronique. Isochronique, ça veut dire qu'on a croisé deux souris âgées, et là, une souris âgée avec une souris jeune, par exemple. Et vous voyez que vous avez une augmentation de l'expression de EGR1, qui est donc un facteur de transcription de la classe des immediate early genes, et puis de CFOS aussi, qui est relativement forte, de la forme phosphorylée de Krebs, qui est donc un facteur de transcription qui régule les gènes qui sont impliqués dans la cognition. Sur le plan morphologique, c'est amusant de voir que vous avez aussi une augmentation du nombre d'épines dendritiques. Donc c'est un véritable rajeunissement morphologique auquel vous assistez là. Ça peut se quantifier, mais c'est vraiment, ça c'est vraiment significatif, hein, ce genre de changement sur les épines dendritiques. Et aussi avec une augmentation des capacités d'apprentissage quand on regarde ça avec des techniques électrophysiologiques. Donc ça c'est assez étonnant, mais je pense que c'est des papiers qui sont très bien faits. C'est un papier qui est sorti dans Nature Medicine cette année, en 2014. Évidemment, ce sont des papiers qui ont fait énormément de bruit. Et je suis sûr que vous avez lu dans les pages des magazines. Hein. C'est pas possible. Enfin, moi, je l'ai vu dans les pages des magazines. Donc, voilà. Alors, si on suit un schéma qui est assez proche de celui que je viens d'exposer dans le papier précédent, celui où il s'agissait de prendre des jeunes souris et de les rendre plus âgées en les croisant avec des souris âgées. Donc le même protocole est utilisé en prenant du plasma de souris jeunes, c'est-à-dire maintenant pas faire des circulations croisées, mais prendre le plasma des souris jeunes et l'injecter en intraveineuse à des souris âgées. On dirait du Ceausescu. Donc, avec un contrôle qui consiste évidemment à injecter du plasma de souris âgées. Hein. Et puis, à la suite de ces injections, les chercheurs ont été regardés, ont testé le comportement de nos souris. Le résultat, vous le voyez ici, le résultat, il est... alors, ça, c'est le vrai test du labyrinthe. C'est-à-dire que il faut que la souris, comme elle est là, se souvienne que la plateforme est là. Donc, elle nage, et puis elle va aller retrouver le bon bras. Donc, c'est le même principe. Donc vous pouvez injecter donc le plasma dans la veine de la queue toujours et puis faire soit un test d'orientation spatiale, hein, soit un test de conditionnement à la peur. Et vous voyez tout de suite que si vous injectez du plasma âgé, les souris ne font pas énormément de freezing, elles en font un petit peu quand même, elles sont pas totalement, la mémoire n'est pas totalement partie, mais vous améliorez énormément leur mémoire avec du plasma jeune. Et vous voyez ici quand même, c'est assez clair, ça c'est la période d'apprentissage, donc le nombre d'erreurs qu'elles font au niveau de quel bras il faut trouver pour être au sec, évidemment elles font de moins en moins d'erreurs, mais le lendemain, si vous avez injecté du plasma jeune, elles continuent d'apprendre au point de faire quasiment aucune erreur, enfin une erreur de temps en temps, alors que les souris qui ont été injectées avec du plasma âgé, elles oublient et c'est lent, quoi. Ce qui est important, c'est que si on dénature ce plasma par la chaleur, on perd l'effet positif sur le test en fait, de freezing ici. Ça veut dire qu'il est probable, enfin ils le disent en tout cas, mais je pense aussi, vous allez le voir, que l'agent en question est très probablement dénaturable par la chaleur, et donc qu'une ou plusieurs protéines sont responsables de l'amélioration des souris âgées. Donc la dernière expérience de cet article a permis de montrer que, prenant un virus pour exprimer une forme qu'on appelle négative dominante de Krebs. Négative dominante, c'est-à-dire que quand la forme est exprimée, elle empêche l'action de la forme normale. Donc on fait une mutation pour que ce qui est exprimé soit qu'on appelle négatif. Et donc cette expression de Krebs dominant négatif, donc là, K Krebs, hein, c'est le dominant négatif, donc on voit qu'il est fortement exprimé. Il peut être phosphorylé, mais il n'a pas d'activité transcriptionnelle. Et quand on fait ça, ce qu'on voit, c'est que
Donc on a une forte expression, bien entendu, puisqu'on utilise un virus AAV pour injecter cette forme dans l'hippocampe, en fait, par sclérotaxie. Et puis ensuite, on fait une parabiose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cet animal-là, qui ne peut pas avoir un CREB actif, eh bien, n'est pas sauvé par le croisement avec le sang de la souris jeune, comme vous pouvez le voir ici au niveau des nombres d'épides dendritiques, ça c'est clair. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand on a une parabiose normale, et ça c'est avec la forme dominante négative de CREB. Donc, et sur le plan comportement, ça suit, c'est-à-dire que la souris n'est pas capable de rajeunir sur le plan cognitif. D'ailleurs, je crois que je l'ai dans la diapositive suivante, oui. Donc, vous voyez ici, de nouveau, vous faites, si vous avez un animal normal, vous avez une augmentation de phosphocreb après l'injection du plasma jeune, mais si vous avez exprimé votre forme négative dominante de CREB, ce facteur de transcription qui est impliqué dans l'apprentissage, eh bien, et que vous faites les tests d'apprentissage à la fois dans le test de mémoire spatiale et dans le test d'anxiété, eh bien, le fait d'avoir dénaturé, d'avoir utilisé, excusez-moi, les formes négatives dominantes de CREB font que vous perdez l'effet positif du plasma jeune. Et cela est aussi vrai quand vous utilisez le test d'apprentissage spatial. Vous voyez que ça, c'est ce qui est bon. Jeune plasma, c'est en rouge là. Mais que si vous prenez votre jeune plasma et que vous dans une souris qui a eu une forme dominante de CREB, eh bien, ça ne sert à rien. Donc ça passe par ce facteur de transcription. Donc, voilà, excusez-moi. Alors, je passe à l'article de Cancipardi, qui est l'autre article dont je vous disais qui s'intéresse à ces questions, qui nous ramène, si vous voulez, aux cellules souches. C'est un article qui a été, voilà le Cancipardi, c'est un papier que j'ai vu dans Science cette année aussi, qui a aussi fait pas mal de bruit. Cancipardi et ses collègues nous rappellent que les cellules souches adultes sont en contact direct avec le liquide céphalorachidien cérébrospinal, si vous voulez. Donc vous avez des cellules souches chez l'adulte. Voilà, ici par exemple les cellules souches de la zone sous-ventriculaire, dans lesquelles vous avez les vraies cellules souches qui sont en bleu ici, un compartiment d'amplification, ça c'est marqué par en fait des cellules, un marqueur qu'on appelle SOX2, qui est ici. Vous avez un compartiment d'amplification qui est marqué par un autre marqueur que je vais appeler ODIC2, hein, c'est pas très grave. Et puis ici, vous avez ces fameux neuroblastes qui normalement expriment des CX, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc ces cellules sont générées dans la zone sous-ventriculaire et puis elles vont aller migrer vers le bulbe olfactif, on va en parler dans un moment. Donc ce qu'ils ont fait, et donc ces cellules, elles bordent le ventricule, donc elles sont directement, si vous voulez, directement en contact du liquide céphalorachidien, le liquide cérébrospinal qui est, comme vous le savez, sécrété par le plexus choroïde. Donc elles sont en contact avec le liquide cérébrospinal et aussi avec les vaisseaux sanguins et avec les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, pour l'instant. En fait, ces cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, elles ne sont pas totalement neutres. En fait, elles sécrètent pas mal de facteurs. Et donc, ces cellules souches reçoivent des signaux, c'est une niche, si vous voulez, donc elles reçoivent des signaux de ces vaisseaux sanguins à travers la sécrétion des cellules, par les cellules endothéliales. Donc, si j'améliore ma circulation, bien entendu, je vais augmenter le nombre de molécules qui vont être sécrétées par l'endothélium vasculaire et qui va entrer dans le parenchyme. Donc, quand on dit qu'il ne passe rien entre le système sanguin et le parenchyme, c'est à la fois vrai et faux, puisque vous pouvez toujours avoir une sécrétion dans le parenchyme de facteurs qui sont sécrétés par le système vasculaire.
Donc on le sait, la neurogénèse, on l'a dit plusieurs fois, je vous en ai parlé beaucoup l'année dernière, est régulée par de nombreux facteurs, en particulier aussi de nombreux comportements, par exemple l'exercice physique. Vous savez que les souris qui courent font plus de neurogénèse, mais il y a aussi des molécules, la prolactine par exemple, ou la restriction calorique, c'est-à-dire que quand on se met au régime, les souris, elles font plus de système nerveux, plus de neurogénèse. Donc, de nouveau, je ne vous encourage pas à l'abstinence, dans aucun domaine, de toute façon. Donc, au cours du vieillissement, de nombreux paramètres se modifient, à commencer par il y a une détérioration de la vascularisation locale. Et ça contribue à un affaiblissement de la neurogénèse, très probablement. Donc, comme leurs prédécesseurs, si j'ose dire, les auteurs de ce papier ont mis en place le système de parabiose et ils ont suivi la vascularisation. Donc, ils ont suivi la vascularisation au niveau de la zone sous-ventriculaire, de ces cellules qui vont donner des cellules du bulbe olfactif. Et ils ont regardé les conséquences que ça peut avoir sur l'olfaction en particulier. Puisque quand on renouvelle les cellules du bulbe, on augmente évidemment les capacités olfactives. Donc, les paires sont soit des paires hétérochroniques entre animaux de 15 mois, qui n'est pas si vieux en fait pour une souris, mais quand même assez âgé, de 15 mois et de 2 mois, ce qui est relativement jeune pour une souris, et puis ou isochroniques, c'est-à-dire 15 mois et ou 2 mois, 2 mois, souvent ce sont des isochroniques old ou isochroniques young. Vous avez iso-young, hétéro-young, hétéro-old, iso-old. Donc, ce que vous pouvez voir immédiatement, si vous regardez un petit peu cette zone-là, et que vous regardez ici les quantifications, c'est que le nombre de cellules qui expriment SOX2, c'est-à-dire de cellules souches en bleu ici, est diminué chez les souris âgées en parabiose entre 2 souris âgées. Donc là, c'est très net. De même que vous avez moins de ce qu'on appelle le compartiment d'amplification. Parce qu'en fait, les cellules souches, ça se divise toujours très lentement. Les cellules souches se divisent lentement. Mais il y a un compartiment d'amplification qui se divise très rapidement avant que ça ne donne des neuroblastes ou des oligodendrocytes, mais essentiellement des neuroblastes. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que si vous prenez un hétéro-old, c'est-à-dire que vous croisez une souris âgée avec une souris jeune, alors vous améliorez nettement les performances de ces souris, enfin leur neurogénèse, au point d'avoir quelque chose qui est tout à fait identique à ce que vous avez chez des souris qui sont en symbiose, en parabiose de 2 souris jeunes. Donc vous voyez qu'au niveau à la fois de l'expression du nombre de cellules SOX2, c'est-à-dire de cellules souches, mais aussi la taille du compartiment d'amplification, vous récupérez très bien en mettant dans ces situations-là. Là, c'est évidemment une situation où on a mis en parabiose le old et le jeune, donc c'est là qu'on regarde effectivement. Voilà. Donc, mais le hétéro-young, que vous voyez, lui ne diminue pas, c'est-à-dire que le jeune n'est pas vieilli par cette opération. Et en fait, c'est lié au fait que ce sont des souris de 15 mois, et pas des souris de 22 mois comme dans la manip précédente. Et en fait, des souris de 15 mois ne sont pas des souris qui sont extraordinairement âgées, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas l'effet toxique inflammatoire qu'on a quand on fait une parabiose avec une souris de 22 mois, qui sont quand même des souris. 22 mois, c'est quand même assez âgé pour une souris. Donc, ça vous montre effectivement. Et on peut aussi regarder Ki67. Ki67, c'est le nombre de cellules. Quand on exprime cet épitope, on a une cellule en prolifération. Et là, je ne sais pas quantifier ici, mais vous voyez aussi très clairement qu'entre ça et ça, il y a une très forte différence, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de prolifération. Donc en fait, ça rajeunit au niveau de la neurogénèse, cette vascularisation croisée rajeunit très très fortement les souris âgées. Voilà. Donc les neuroblastes qui sont générés à ce niveau-là, comme je vous le disais, vont aller migrer maintenant vers le bulbe olfactif. Et la question, ils vont former de nouveaux neurones GABAergiques dans le bulbe olfactif. Donc ils vont former de nouveaux neurones dans le bulbe.
Et la question, c'est est-ce que ces neurones qui ont été générés vont améliorer les performances olfactives, c'est-à-dire c'est vraiment un test cognitif des souris. Alors la réponse est évidemment oui, enfin évidemment non, mais c'est oui. Voilà. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est de nouveau, vous regardez ce qui se passe au niveau du bulbe olfactif. Ça, c'est des cellules qui ont été marquées par le BRDU, c'est-à-dire des cellules qui ont été générées au niveau de la zone sous-ventriculaire, qui ont migré vers les régions antérieures du bulbe olfactif. Donc comme ça, elles migrent. Donc ici, elles sont marquées par le BRDU. Donc celles qui ont été marquées, on peut voir, elles vont là, c'est des cellules jeunes. Et vous voyez de nouveau que si vous regardez le marquage BRDU, chez des iso-old, c'est-à-dire quand vous croisez, en mettant en circulation croisée deux souris âgées, il n'y a plus beaucoup de neurogénèse, hein. Le bulbe ne se régénère pas énormément, mais que, évidemment, la situation où on fait avec on croise une souris âgée avec une souris jeune restaure de la neurogénèse. On peut le voir ici de plus près avec cet agrandissement. Ça peut se compter, bien entendu. Voilà, iso-old et hétéro-old, il y a quand même une énorme modification de la nombre de cellules proliférantes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez des doses décroissantes d'une odeur, enfin d'une molécule odorante, qui stimule les récepteurs olfactifs qu'il y a dans le nez, mais ensuite, évidemment, ça se connecte avec le bulbe olfactif et avec le cortex piriforme ensuite, qui fait que la souris est capable de reconnaître l'odeur. Eh bien, vous voyez que si vous avez fait une hétéro-hold, c'est-à-dire dans cette situation-là, eh bien, vous avez des performances qui sont identiques à celles que vous avez avec des iso-young, c'est-à-dire quand vous avez mis en parabiose deux souris jeunes. Et ça, c'est quand vous avez mis en parabiose deux souris âgées. Vous voyez que c'est plat. Voilà. Donc, même sur le plan donc, de la cognition, cette neurogénèse adulte qui est stimulée qui est de toute façon restimulée par la mise en croisement avec une souris jeune, se traduit au niveau comportemental par une amélioration des performances cognitives, on peut le dire, de la souris. Donc, il y a de l'espoir. Hein. Voilà. Donc là, je vais venir à la question vasculaire parce que, évidemment, les systèmes nerveux, comme je vous l'ai souvent dit, c'est 10% de neurones et le reste, c'est des macrophages, c'est des vaisseaux, c'est des fibroblastes. Et toutes ces cellules, évidemment, en particulier le système vasculaire, a une importance considérable dans la physiologie cérébrale. S'il n'y a pas de système vasculaire, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'énergie. Voilà, donc ça, ce serait une catastrophe. Donc, mais l'architecture cérébrovasculaire, la densité de capillaires et le flux sanguin sont des choses qui se modifient aussi avec l'âge. Donc, si on part de l'hypothèse d'un lien entre ces modifications morphologiques et fonctionnelles des vaisseaux et la baisse de la neurogénèse, à cause des nutriments qui arrivent des cellules endothéliales, puis aussi de l'apport énergétique par le glucose et par l'oxygène, hein, c'est des choses qui sont évidentes d'une certaine façon, on peut aller s'amuser à faire une reconstruction en 3 dimensions des vaisseaux. Et en fait, il y a des auteurs qui ont fait ça, ces mêmes auteurs, hein, qui ont calculé que le vieillissement s'accompagne d'une baisse du volume vasculaire. Hein. Vous voyez ça ici. Vous avez ici iso-young, donc c'est une souris jeune mise en parabiose avec une souris jeune, et vous voyez ici l'irrigation au niveau de la zone sous-ventriculaire, là il y a les cellules souches. Là, vous pouvez le quantifier, et puis c'est pareil chez les hétéro-young, c'est-à-dire un jeune mis avec un vieux, donc il n'a pas été vieilli par la circulation de la vieille souris. Mais vous voyez, quand vous prenez des souris très âgées, elles ont 15 mois, comme je vous l'ai dit, vous avez quand même une détérioration que vous pouvez mesurer du volume vasculaire que vous compensez complètement par la parabiose avec une souris jeune.
Donc, vous restaurez une circulation normale au niveau de la cellule souche. Et bon, ça c'est quand même relativement rassurant. Et donc, un point qui est assez intéressant, enfin qui pourrait l'être, c'est que ces vaisseaux qui sont nouvellement formés ne sont pas en contact avec les pièces rossitaires. Vous vous rappelez, je vous ai appelé que le pièce rossitaire entraîne la formation d'une jonction serrée qui sépare le système vasculaire du système cérébral. Et donc, ces nouveaux vaisseaux ne sont pas en contact avec les pièces rossitaires, ce qui implique qu'il n'y a probablement pas de jonction serrée à ce niveau-là, et donc qu'on peut avoir des apports qui viennent de la périphérie. Alors ça, ce n'est pas forcément bon non plus, hein, parce que vous avez des lymphocytes qui vont entrer de la périphérie, par exemple, vers le système, vers le parenchyme cérébral. Ça peut créer, c'est pas fait pour, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir des lymphocytes T dans le cerveau, enfin pas trop, voilà. Donc cette formation-là, elle a été vue dans la SVZ, mais aussi dans les neurones de l'hippocampe, hein. Et même, on a vu de la vascularogenèse, la formation de nouveaux vaisseaux, dans des régions corticales, cérébrales, qui normalement ne connaissent pas de neurogénèse adulte. Je dis bien normalement, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez le cours que je vous ai fait il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus très bien, mais si on fait une lésion au niveau du cortex, par exemple, on peut observer, en tout cas certains auteurs le prétendent, on peut observer de la neurogénèse en dehors des zones classiquement neurogéniques que sont la SVZ et la SGZ. Donc la formation de ces nouveaux vaisseaux, bon, évidemment, nécessite des facteurs périphériques, et l'action de ce facteur périphérique, de ces molécules, ces protéines, essentiellement, peut-être pas uniquement d'ailleurs, sur la multiplication de cellules endothéliales, ce qui permet un bourgeonnement vasculaire. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le vaisseau, mais pour que ça bourgeonne, il faut qu'il y ait des cellules endothéliales qui prolifèrent et qui augmentent la taille du vaisseau. Hein. Ensuite, ça s'entoure de cellules musculaires, évidemment, qui sont nécessaires pour que on puisse actionner la pompe d'une certaine façon, surtout quand il s'agit d'artérioles. Donc, il y a un bourgeonnement vasculaire qui est lié à cette formation de nouvelles cellules vasculaires, de nouvelles cellules de l'endothélium. Et c'était probablement l'endothélium endogène, des souris qui reçoivent. En effet, ils ont utilisé des souris jeunes dont toutes les cellules sont marquées par une protéine fluorescente qu'on appelle la GFP. Donc, s'il y avait des cellules de souris jeunes qui venaient se mettre dans des vaisseaux de souris âgées, on verrait du vert dans les vaisseaux des souris âgées. En fait, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de passage cellulaire. Et c'est des choses qui ont été d'ailleurs corroborées par le fait que si on prend du sérum de souris jeunes, ça stimule la division des cellules endothéliales et des capillaires. Hein. Alors, ils ont recherché, évidemment, toujours pareil, on recherche donc, c'est toujours le même procédé, même façon de penser, donc on recherche des facteurs circulants qui pourraient jouer un rôle et qui décroissent avec l'âge. Et donc, ces chercheurs, quand ils ont fait ça, se sont attachés à un facteur qui avait été récemment découvert et dont on avait vu qu'il pouvait rajeunir le tissu musculaire cardiaque. Hein, il y a des manips comme ça qui ont été faites sur le tissu musculaire cardiaque. C'est une molécule qui s'appelle GD11. Alors là, c'est le papier d'origine qui avait été publié en 2013. Vous avez montré qu'il y avait un facteur GD11, hein, qui est un facteur circulant et qui réduit, si vous voulez, l'hypertrophie cardiaque qui est associée au vieillissement. Donc, ils se sont demandé si par hasard, cette protéine, qu'on appelle aussi BMP11, et qui donc fait partie de la grande famille des protéines, des morphogènes TGF-bêta, dont on a très très souvent parlé ici. Je ne reprends pas, enfin, s'il y a des gens qui veulent des explications, je pourrais revenir une fois, mais je ne peux pas.
peux pas, donc c'est un facteur de croissance morphogène très important, il y a énormément de TGF. Et donc, ils ont injecté GDF11, ils ont injecté GDF11 à des vieilles souris à des doses restituant le niveau mesuré chez les jeunes. C'est-à-dire que ça baisse. Donc, on se dit on va en rajouter et on va en mettre qui permettent d'avoir le même niveau qu'on peut observer chez des souris jeunes. Et le résultat, bon, bah évidemment, c'est le résultat dont je ne le raconterai pas, ou peut-être que je le raconterai quand même, mais il n'y a pas que des manips qui marchent. L'essentiel des manips, ça ne marche pas, ça ne marche jamais, ça rate toujours. Quand ça marche, on ne peut même pas y croire. Mais il faut s'en convaincre soi-même. Mais, là, il se trouve que ça a l'air d'avoir marché. Hein. Vous pouvez voir ici que dans cette souris, on suit la formation des vaisseaux avec un épitope qui est un épitope qui marque les vaisseaux. Vous voyez que l'injection dans la veine de la queue de GDF11 eh bien, augmente la formation des vaisseaux. Ça augmente aussi, SOX2, vous voyez ici, c'est les cellules souches neurales. On augmente aussi le nombre de cellules souches, qui est probablement une conséquence de la stimulation vasculaire. Et si vous... c'est une augmentation d'environ... le volume vasculaire augmente d'environ 50% quand même, hein, c'est pas mal. Hein, et le nombre de cellules souches augmente de 25%, donc ça c'est bien. Alors, on peut aussi regarder le nombre de cellules qui sont marquées par PESMAD. Alors, PESMAD, ça ne veut dire rien, ça veut dire Mother Against DPP, mais ça ne veut dire rien pour vous. Mais c'est un facteur de transcription qui est phosphorylé quand on met du TGF-bêta ou du GDF11 sur des cellules. Donc, en fait, si on voit PESMAD qui monte, ça veut dire qu'il y a eu une activité de GDF11 ou de BMP sur le système de transduction du signal, comme on dit. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'effectivement, GDF11 comme TGF-bêta augmente le nombre de cellules qui sont marquées par PESMAD. Et on peut le voir aussi en culture, c'est-à-dire qu'on peut prendre des cellules vasculaires en culture et puis rajouter du GDF11 ou du TGF-bêta et regarder PESMAD, et vous voyez que vous avez une augmentation de la transduction du signal, c'est-à-dire que effectivement, ce sont des facteurs qui agissent directement sur les cellules vasculaires. Donc, alors, évidemment, là, ici, il y a un petit truc qui est intéressant, c'est que GDF11 a un rôle sur le système endothélial vasculaire qui est un petit peu paradoxal, puisque, en fait, ce facteur, c'est un homologue d'une protéine qu'on appelle la myostatine, et qui est connu pour bloquer la prolifération des récepteurs olfactifs, en l'occurrence, et que son action est rajeunissante sur le tissu cardiaque a été toujours comprise comme résultant d'une diminution de l'hypertrophie cardiaque liée à l'âge. Donc, évidemment, le même facteur peut avoir des actions différentes sur différents types cellulaires, ce n'est pas tellement gênant, il faut le remarquer, que c'est normalement pas quelque chose qui provoque la prolifération. Donc, avant d'en arriver à la régénération, hein, de nouveau, faire un tout petit résumé avec la prochaine diapositive, qui est une sorte de résumé de ce que je viens de vous raconter sur les systèmes de parabiose. Donc c'est une sorte de résumé qui a été publié cet été. On voit que si on met en parabiose et qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs, par exemple inflammatoires, comme CCL11 que je viens de vous dire, qui passent dans la souris jeune, alors on a une action délétère, en tout cas vieillissante, sur la neurogénèse, sur la fonction musculaire, sur la régénération tissulaire. Donc c'est vraiment des effets globaux, hein, de ces facteurs, mais qu'à l'inverse, si on fait un croisement dans l'autre sens, eh bien, on augmente la neurogénèse, la fonction musculaire, les fonctions cardiaques, les perceptions sensorielles, rappelez-vous les bulbes olfactifs, et puis la régénération tissulaire. Donc, c'est amusant, ça va évidemment dans le contexte de l'environnement, probablement des cellules souches dans un organisme. Donc, les effets des niches, mais aussi les effets qui sont des effets globaux, homéostasiques, de la circulation générale.
Donc, oui, bon. Donc, les mêmes excusez-moi, voilà. On va passer à la suite. Donc, on va passer maintenant, effectivement, à la régénération dans le système nerveux vieillissant, à travers un article qu'on doit à des collègues qui ont publié cet article en 2012, je crois. C'est Rusk et l'équipe de Franklin sur le rajeunissement de la régénération dans le système nerveux central vieillissant. Donc c'est un article qui est centré sur la question de la formation de la myéline. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la myéline, enfin, vous en souvenez peut-être. La myéline, c'est quelque chose qui est fait par les oligodendrocytes qui entourent les fibres nerveuses et qui, pour ces fibres nerveuses, permettent une transduction extrêmement rapide du signal. C'est-à-dire qu'il y a des fibres qui sont démyélinisées, qui ne sont pas myélinisées. Il y a des fibres qui sont myélinisées. La conduction rapide, c'est toujours des fibres myélinisées. Il y a des maladies qui sont des maladies de la démyélinisation, hein, par exemple la sclérose en plaques, qui sont liées à la génération d'anticorps qui vont détruire la myéline localement ou généralement et qui donc a des effets sur la conduction nerveuse des gens qui sont atteints par ces défauts de myélinisation. Donc, en même temps, il y a une baisse, comme on le sait, de la capacité de régénération qui accompagne le vieillissement. Donc, et cette diminution, de nouveau, est liée à de nombreux facteurs, dont l'environnement cellulaire, hein, on vient d'en parler, à propos de la neurogénèse, mais aussi à cause de modifications qui sont beaucoup plus stables, hein, qui sont des modifications épigénétiques, qui affectent d'une part les précurseurs des oligodendrocytes, qui sont les cellules qui font la myéline, hein, qui entourent les axones. Donc ils ont des précurseurs qu'on appelle les OPC, hein, oligodendrocyte precursor cells, et donc qui ont des modifications épigénétiques. C'est-à-dire qu'au niveau de leur génome, il y a des blocs qui se font, qui font que ces cellules vont cesser de proliférer, vont cesser de se différencier. Donc et ne vont pas, que les oligodendrocytes ne vont pas rajeunir, si vous voulez, sauf si on ajoute des facteurs extrinsèques qui permettent de faire marche arrière dans la différenciation. On a souvent parlé dans les années précédentes des marches arrière de la différenciation. Rappelez-vous le coup assez joli des IPS, où vous prenez un fibroblaste, vous injectez, vous faites exprimer 4 facteurs de transcription, et ce fibroblaste se transforme en cellules souches induites, qu'on appelle IPS, à partir desquelles vous pouvez refaire n'importe quel type cellulaire si vous ajoutez le bon cocktail de facteurs de croissance ou de facteurs de transcription. Les expériences de Yamanaka, 2008, je crois, un truc comme ça. Donc, on en a longuement parlé dans les années précédentes. Donc cette étude de Ruck et collègues est donc consacrée au possible rajeunissement des OPC, des précurseurs de l'oligodendrocyte, par l'addition de facteurs extrinsèques. Donc ils ont un protocole de démyélinisation, c'est-à-dire si vous voulez, de sclérose en plaques d'une certaine façon artificielle, qui consiste à injecter une toxine et d'associer cette injection de toxine à une technique de parabiose, hein, donc afin de rechercher la présence dans la circulation d'individus jeunes de facteurs qui favorisent la formation de la myéline. Donc ça c'est assez amusant, hein. Enfin, oui, c'est amusant, moi, je trouve. Donc ce que vous voyez ici, c'est vous avez donc une souris verte dans laquelle on a exprimé la GFP. Donc, donc toutes les cellules de cette souris expriment une protéine fluorescente de méduse, hein, donc elles sont vertes. Et puis vous pouvez, dans la souris ici, la souris verte est par essence jeune, hein, elle est verte. Donc là, vous pouvez donc injecter la lécithine. Et puis provoquer au niveau des cornes de la moelle, ici vous pouvez provoquer une démyélinisation expérimentale. Donc si vous faites ça,
Ensuite, vous liez les souris, vous faites une parabiose isochronique et hétérochronique. Maintenant, je n'ai pas la peine pas la peine que j'insiste trop là-dessus. Et 3 semaines avant l'injection locale de l'isolécithine. C'est-à-dire que vous avez mis en circulation pendant 3 semaines, ensuite vous injectez la l'isolécithine pour créer une lésion. Et là, c'est une lésion qui est faite donc dans la moelle épinière. Et donc, il y a un des animaux qui exprime la GFP, qui est donc vert, sous le contrôle d'un promoteur généraliste, qui est ici celui de l'actine, en fait. Donc, la présence de cellules vertes au niveau de la lésion montre que la barrière hématoménagée a été détériorée et que les effets qu'on va voir, si on en voit, hein, peuvent être soit d'origine sérique, soit d'origine cellulaire. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc, les auteurs ont regardé les animaux à 7 jours et à 14 jours. Vous voyez qu'à 7 jours, je ne sais pas si vous voyez bien, moi je vois de nouveau assez mal. À 7 jours, ce que vous pouvez voir, c'est que ça, c'est des isos anciens, donc des souris âgées qui ont été mis en croisement à 7 jours. Et là, c'est des souris âgées qui ont été mis en croisement avec des souris jeunes. Et ça, c'est des souris jeunes, c'est des iso-yang, hein, je crois, oui. Et ce que vous voyez, si vous regardez l'expression de NKX 2.2 dans des cellules qui prolifèrent, et en fait, donc, ce sont des oligodendrocytes précurseurs d'oligodendrocytes. Vous voyez que vous avez une grande stimulation de votre apparition de OPC, c'est-à-dire de précurseurs d'oligodendrocytes. Et donc, la même chose, évidemment, à 14 jours. Donc, c'est quelque chose qui se produit relativement rapidement. Vous le voyez aussi ici, si vous regardez à 14 jours, et que maintenant vous regardez les cellules oligodendrocytaires, c'est-à-dire qui expriment OLIG2. Alors là, ce n'est plus le compartiment d'amplification des cellules souches, c'est un autre cas. Souvent, les cellules ont les mêmes facteurs de transcription, même si ce ne sont pas les mêmes cellules. Et là, c'est vraiment un marqueur d'oligodendrocyte, d'où le nom de OLIG en fait. Vous voyez qu'à 7 jours, à 7 jours, vous n'avez pratiquement pas d'oligodendrocytes. Vous avez déjà des précurseurs, mais pas encore d'oligodendrocytes. À 14 jours, vous voyez arriver vos oligodendrocytes. Et puis, à 21 jours, vos précurseurs se sont transformés en oligodendrocytes. Et vous voyez qu'il y en a évidemment chez le iso-old, hein, il fait de nouveaux oligodendrocytes, mais beaucoup moins que 2 souris jeunes et beaucoup moins qu'une souris âgée qui a été mise en parabiose avec une souris jeune et qui a pratiquement récupéré le niveau de formation d'oligodendrocytes qu'on peut voir chez une souris jeune. Donc en fait, là encore, le sérum qui vient des souris jeunes a permis la formation de cellules myélinisantes au niveau de la lésion. Hein. Et c'est une augmentation qui s'accompagne aussi d'une augmentation de cellules endothéliales, donc, qui sont marquées par CD34 qu'on voit ici. Et vous voyez que peut-être pas à 7 jours, mais en tout cas à 14 jours, on a aussi une augmentation de cellules endothéliales dont on peut penser qu'il s'agit de cellules endothéliales vasculaires. Voilà. Donc, ça s'accompagne aussi de figures de remyélinisation. Hein, donc là, c'est iso-yang. Donc, vous voyez ici la région qui a été lésée. Et on peut aussi avoir un agrandissement de ce qui se passe là. Et quand vous avez ces espèces de ronds noirs comme ça, c'est de la myéline en fait. Hein. Donc ça veut dire que les axones qui sont là ont été entourés par la gaine de myéline. Vous avez la reformation de myéline autour de vos axones, donc c'est vraiment bien. Hein. Et donc vous voyez que chez les iso-old, ce n'est pas terrible. Chez les iso-yang, vous avez de la remyélinisation, mais chez les hétéro-old, vous avez une remyélinisation qui est quasiment identique. Enfin, il y a des variations interindividuelles, c'est toujours pareil. Mais dans l'ensemble, ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est encourageant. On le voit en microscopie électronique qu'il y a une véritable formation de myéline autour de vos axones après une lésion comme une lésion assez sauvage. L'isolécithine, c'est pas gentil, c'est pas quelque chose c'est pas bénin. Voilà. Donc le point
si important ici, évidemment, est que si les souris âgées profitent de la parabiose hétérochronique, les jeunes n'en souffrent pas, hein, de nouveau. Donc, alors là, ce sont des souris jeunes qui sont très jeunes. Hein, elles ont entre 5 et 7 semaines, donc ce sont vraiment des souris à peine adolescentes. Hein. Et les âgées ne sont pas si âgées que ça. Ce sont des souris qui ont entre 10 et 12 mois, ce qui sont des souris vraiment bon, dans la force de l'âge, je dirais. Pour nous, ce serait 40-50 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, ce sont des souris. Alors, avec une exception pour l'expérience de recherche des facteurs de croissance qui sont exprimés par les macrophages, je ne verrai plus bas, où les âges sont de 2 et de 22 mois, mais ça c'est une affaire sur laquelle je reviendrai plus tard. Alors comme dans le papier de Villeda, qu'on a discuté un tout petit peu plus tôt, on peut imaginer que des souris plus âgées auraient pu avoir une influence négative sur la formation de myéline, la remyélinisation chez les souris jeunes. Mais on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas fait l'expérience. Donc, enfin bon. Donc la présence de GFP, donc la protéine de méduse verte, exprimée sous le contrôle du producteur de lactine, c'est-à-dire dans toutes les cellules, a permis de constater qu'il y avait des cellules vertes, ce coup-ci, contrairement à ce que je disais tout à l'heure pour le cerveau. Là, vous avez des cellules vertes qui ont envahi la zone et s'y sont concentrées. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ces cellules? Est-ce que ces cellules, ce sont des précurseurs de oligodendrocytes? Alors la réponse est non. Ces cellules ne sont pas des précurseurs de l'oligodendrocyte. Regardez OLIC2 ici, qui est le marqueur des oligodendrocytes. Vous n'avez pas du tout de comarquage avec les cellules vertes. En revanche, vous avez un comarquage avec un marqueur qui s'appelle MAC1. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cellules qui ont envahi sont des macrophages. Donc, très majoritairement, dans des macrophages, et vous pouvez regarder effectivement que si vous regardez ici les marqueurs de macrophages, dans iso-young, iso-old ou hétéro-old, vous avez dans tous les cas, quel que soit le système de parabiose que vous avez des macrophages de la souris verte qui vont envahir la région lésée de la souris pas verte, l'autre. Donc, c'est important de remarquer que il y a pas mal de macrophages, c'est environ 200 cellules par micromètre carré, et ces macrophages sont présents chez tout le monde. Hein. Donc, alors il existait, et il a toujours existé, fait longtemps quand même, et d'ailleurs je crois que je vous en avais parlé il y a aussi 2 ou 3 ans, il existe des expériences qui suggèrent un rôle de l'immunité innée, c'est-à-dire le rôle des molécules qui sont sécrétées par les macrophages, les molécules du complément par exemple, un rôle de l'immunité innée dans certains processus de neurogénèse en l'occurrence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous avais raconté, je crois que c'est il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus très bien, j'ai un peu perdu le fil des cours, mais quand on a parlé, le cours sur la régénération. Donc, cette immunité innée, il y a 2 immunités. Il y a l'immunité innée, c'est celle-là, celle qui vient des macrophages. Il y a des molécules qui arrivent très vite et qui vont aller, par exemple, aller tuer des bactéries. Et puis, il y a une immunité acquise, qui est en fait la formation d'anticorps, comme quand on se fait vacciner, par exemple, contre la grippe, par exemple. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que ces macrophages, ce n'était pas quelque chose d'inintéressant. L'idée, c'est que ces macrophages pouvaient être impliqués dans la régénération et la formation de myéline. Mais ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que les macrophages jeunes sont plus gentils que les macrophages âgés. Donc, si c'est eux qui avaient une activité. Donc ils ont supposé, donc ce qui a été l'hypothèse posée par les auteurs, que les macrophages d'animaux jeunes, à l'opposé de macrophages d'animaux plus âgés, ont une action trophique. Hein. Trophique, ça veut dire qui permet la croissance. Et les macrophages sont recrutés à partir de la circulation vers les sites d'inflammation, ça c'est connu, hein, bien entendu, par une sorte de chimiotactisme, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par un gradient de chémokine, qu'on appelle MCP1. Et s'ils sont attirés par ce gradient, c'est parce que ces molécules se fixent sur un récepteur qui est exprimé par les macrophages, qu'on appelle CCR2.
Donc, ce qu'ont fait les auteurs, qui était assez subtil, c'est qu'ils ont utilisé des souris GFP+, comme ça, hein, mais mutées pour le récepteur CCR2. C'est-à-dire que les macrophages de ces souris ne doivent plus être attirés par les chémokines générées par le processus inflammatoire lui-même généré par la lésion. Et donc, quand on fait ça, évidemment, on a une forte restriction de l'arrivée. Alors voilà, c'est ça. Donc, vous avez ici vos jeunes macrophages, mais si vos jeunes macrophages n'ont plus de récepteurs, ils sont CCR2-, ils ne vont pas être attirés par MCP1 qui, lui, est généré au niveau de la lésion et qui va attirer les cellules en se fixant sur le récepteur. Donc, vous n'aurez plus que ceux-là, mais ceux-là ne vont pas venir. Donc, ça, c'est des sauvages, ils vont venir. Les mutés ne vont pas venir. Et donc, si vous utilisez, ici c'est une contrôle, donc vous avez la manip précédente, en fait vous avez de la GFP et vos macrophages qui arrivent dans la lésion, et vous voyez que si vous avez retiré le récepteur CCR2, maintenant vous n'avez plus de macrophages qui arrivent dans cette région-là. Et vous pouvez le voir, vous pouvez bien sûr le quantifier. Voilà ici la quantité totale de cellules GFP dans la situation normale, mais là, c'est quand vous avez muté le récepteur CCR2 sur vos macrophages, vous avez une perte très importante de vos macrophages. Ça, c'est le total, mais le total, en fait, c'est des macrophages qui sont marqués soit par MAC1, soit par IB4, qui sont deux marqueurs macrophagiques. Donc, on peut aussi maintenant s'amuser à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la génération de oligodendrocytes. Vous voyez que là, dans un système normal, vous avez, en croisant une vieille souris avec une jeune souris, une augmentation du nombre d'oligodendrocytes, ça c'est clair. Si maintenant vous avez une souris AG-AG, c'est ça, mais si vous avez croisé avec une souris verte CCR2-, vous diminuez le nombre d'oligodendrocytes. Il reste des macrophages, donc il y en a quelques-uns qui arrivent, mais vous diminuez en fait la formation des oligodendrocytes, ce qui suppose qu'effectivement, une partie du phénotype, peut-être pas tout le phénotype, hein, mais une partie du phénotype est liée en fait à l'activité macrophagique, mais qu'il y a une différence entre jeunes et vieux macrophages, même si les deux populations sont attirées sur le site de liaison, parce qu'il n'y a pas de différence au niveau attraction, sauf que les macrophages ne font peut-être pas les mêmes molécules à partir d'un certain âge. Ou, alors ça c'était l'hypothèse de départ, bien entendu. Donc, en fait, quand on a fait des analyses de séquençage de tous les ARN exprimés par les macrophages jeunes ou vieux, on peut purifier les macrophages, ça je ne veux pas ces détails, on ne voit pas tellement de différence. En fait, quand on fait un RNA sec, comme on dit, il n'y a pas tellement de différence. Et donc, les auteurs ont fait l'hypothèse qu'il s'agissait de l'activité macrophagique elle-même. Et ça, c'est assez amusant parce que les macrophages, comme leur nom l'indique, ils sont faits pour manger. Hein. Donc, quand vous avez des liaisons, vous avez des débris de myéline, vous avez des débris de lipides qui s'accumulent, et ça, c'est pas bon qu'il y ait des débris. Et donc, c'est bien que les macrophages, c'est des poubelles, si vous voulez, c'est les poubelles du système nerveux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les appelle à un moment. Mais c'est utile, les poubelles. Donc, ils mangent les débris de myéline. Et on peut supposer que le fait de manger les débris de myéline, ça fait partie, c'est un des éléments importants pour la production et la différenciation des OPC, la production des OPC et leur différenciation en oligodendrocytes. Donc on peut suivre l'activité macrophagique, bien entendu, de différentes façons. Par exemple, en marquant les lipides avec un colorant, voilà, un colorant rouge qui se fixe sur les lipides, on l'a appelé oro, hein, voilà. Et donc là, vous avez des iso-yang et des iso-ol, et vous voyez que vous avez moins de... si vous regardez la quantité du marqueur, vous en avez beaucoup plus chez les iso-ol, et ça, c'est lié au fait que les débris lipidiques restent là. Vous pouvez le faire regarder en regardant aussi la protéine basique de la myéline qui est dans les membranes qui sont détruites
par la lésion, donc on en voit, il y en a pas mal. Si maintenant vous faites hétéro-hold, c'est-à-dire une vieille souris croisée avec une jeune, eh bien, par rapport à un iso-hold, vous revenez à une situation de jeune, d'une certaine façon. Mais si vous mutez votre récepteur, c'est-à-dire que vous n'attirez plus vos macrophages, alors maintenant vous revenez à un niveau qui est un niveau pathologique, entre guillemets. Et pareil pour les protéines basiques de la myéline. Donc ça suggère que l'action du macrophage jeune, c'est simplement qu'il est une meilleure poubelle que le vieux macrophage qui est un peu fatigué et qui ne mange plus grand-chose. Donc ça c'est amusant. Et j'arrête là, si vous voulez, avec les parabioses. Et je vais commencer quelque chose que je pense je continuerai la semaine prochaine. Oui, j'ai perdu un petit peu. Excusez-moi. Voilà. Donc je vais commencer. Donc là, j'arrête avec les parabioses. C'était la partie récréative du cours. Pour vous reposer un petit peu de tout ce que vous avez subi les semaines précédentes. Maintenant, on va repasser sur des choses un peu plus hard. Je vais revenir dans un premier temps, je vais revenir à GDF1. Donc ce facteur dont je viens de vous dire qu'il stimule la neurogénèse adulte. Et je vous en parlais à propos de ce qu'on appelle son orthologue, c'est-à-dire son homologue à travers l'évolution, tel qu'on le voit chez la mouche drosophile. Hein. Et il ne s'agira pas ici de système nerveux, il va s'agir de système musculaire. Hein. Donc l'article sur lequel je vais me fonder pour le début de... Peut-être que je n'irai pas jusqu'au bout, parce que je suis un peu ralenti aujourd'hui, mais est un article qui est l'article de Demontis et collègues du groupe de Norbert Perimon, qui est un des grands spécialistes, un grand monsieur de la génétique de la drosophile, et qui est sorti lui aussi récemment, et qui est un article extraordinairement amusant. Donc il s'agit de vieillissement, il s'agit maintenant de vieillissement musculaire, mais pas uniquement musculaire. Vous allez voir ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que si on joue sur le muscle, par un effet non autonome musculaire, on joue aussi sur les autres organes. Donc en fait, il suffit de soigner ses muscles pour avoir un bon cerveau. C'est plus facile. Alors, dans le sens inverse, je ne sais pas si ça marche, mais c'est plus facile de faire de la gymnastique que des mots croisés. Enfin, moi, j'ai les mots croisés, j'ai horreur. Donc toujours est-il que si j'y reviens à ça, ce n'est pas par un attachement aux mouches ou aux muscles d'ailleurs, mais parce que cet article a fait intervenir un nouvel acteur, qui est un acteur extraordinairement intéressant, et en fait, mon attention a été attirée là-dessus par Rajiv Joshi, avec qui je travaille au collège, on est dans mon équipe, et sur un nouvel acteur qui est le nucléole. Hein. Et le nucléole, c'est une structure qui est dans le noyau. Donc le noyau, à l'intérieur, vous avez des petits trucs, un ou deux en général, qu'on appelle les nucléoles, comme des petits nucléoles, c'est-à-dire petits noyaux, et qui sont des structures nucléaires extrêmement importantes, parce qu'elles sont impliquées dans la biogénèse des ribosomes, qui sont ces assemblages d'ARN et de protéines qui sont impliqués dans la biosynthèse des protéines, qui permettent la traduction des messagers en protéines. Donc les données épidémiologiques suggèrent que énormément de... Alors vous allez voir, les nucléoles, c'est quelque chose qui est vraiment important. Peut-être que si j'ai le temps, le 17 novembre, peut-être que je présenterai des travaux du laboratoire où on a commencé à travailler, grâce à Joshi d'ailleurs, à Rajiv, sur ces structures. Mais je reviens sur le fait que les données épidémiologiques, chez Sapiens, que nombre de décès chez nous sont liés à ce qu'on appelle des sarcopénies, c'est-à-dire des pertes musculaires qui affectent les muscles squelettiques. Et les causes sont diverses, mais ces sarcopénies accompagnent très généralement le phénomène de vieillissement. Donc c'est un point de vue qui est soutenu par des expériences de génétique qui montrent que des interventions sur le muscle, alors là on revient à la mouche, excusez-moi ce bond entre Sapiens et la mouche, prolongent la vie chez la drosophile. Hein,
Et ce qui est très curieux, c'est que certaines actions qui vont directement sur le muscle, vous allez voir, c'est-à-dire qu'on modifie directement l'expression de gènes dans le muscle, ont des effets sur le ralentissement, ralentissent le vieillissement d'autres structures. Et donc, il faut comprendre le mécanisme moléculaire qui permet de passer du muscle aux autres structures et de permettre de cette façon un rajeunissement des autres structures. Donc, c'est à ça qu'on va s'attacher maintenant, à travers un facteur de transcription qui s'appelle MNT, et qui est un facteur de transcription de la famille de ce qu'on appelle les helix loop helix. Vous en fichez, mais c'est une classe de facteurs de transcription, donc de molécules qui régulent la transcription au niveau génomique, et qui est l'homologue d'un facteur qui existe chez Sapiens, qui s'appelle MNT aussi, mais avec un grand M, un grand N et un grand T, MNT MAD en fait chez les humains, et qui régule, et en fait qui réprime l'expression de plusieurs gènes de la biosynthèse des ribosomes, et donc de l'anabolisme. Alors, quand je réprime l'anabolisme, en fait, ce que je fais, c'est une sorte de restriction calorique artificielle. Donc là, on revient vers des histoires de restriction calorique, dont on a parlé plusieurs fois. Vous avez rappelé mon camembert. Je vais finir par boucler mon camembert. Si j'y arrive, c'est pas sûr, hein, mais je vous promets que l'année prochaine, on ne continuera pas. Mais peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Il ne faut pas croire toujours ce que je dis. Peut-être qu'on continuera, je ne sais pas. Ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout de cette affaire, et l'amphithéâtre étant pris le 24 novembre, je ne peux pas faire un 8e cours. Donc la protéine MNT est présente dans le noyau des cellules de nombreux tissus, presque tous les tissus, dont le muscle. Et les mouches qui sont mutantes pour MNT, donc qui perdent ce facteur de transcription, ont une durée de vie réduite. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, je ne l'ai pas. Non, je me suis trompé de. Est-ce que j'étais trop vite? Bon. Les souris qui sont donc mutantes pour MNT ont une durée de vie réduite, croyez-moi sur parole. Donc ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont pris ce qu'on appelle un driver, c'est-à-dire un promoteur uniquement exprimé dans le muscle, qui s'appelle MHC. En fait, c'est à cause de la myosine, qui est uniquement musculaire, et avec GAL4, qui est un morceau de facteur de transcription, c'est-à-dire qu'un facteur de transcription, en fait, et quand on le croise avec une souris qui a du UAS, GAL4 se lie à UAS et régule l'expression du gène qui est en aval du UAS. Donc si vous faites un croisement GAL4-UAS, comme ici, vous allez exprimer MNT dans le tissu musculaire à cause du driver que vous avez là. Et ce que vous voyez ici immédiatement, c'est que si vous faites ça, eh bien, vous augmentez la durée de vie de votre mouche. Voilà, ça, c'est la survie des mouches. Donc là, c'est un contrôle, hein, c'est juste le GAL4 tout seul dans le muscle. Ça, c'est l'UAS tout seul dans toute la mouche. Et là, c'est le croisement qui permet l'expression de MNT uniquement dans le tissu musculaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et bien que vous l'exprimiez uniquement dans le tissu musculaire, vous avez une augmentation extrêmement importante de la durée de vie de vos petits animaux. Vous me direz, bon, c'est jamais énorme, 40 jours, mais enfin quand même. Et elles mettent plus longtemps à mourir, c'est-à-dire que le début de la mort est plus tardif. Et elles sont aussi plus adroites, c'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez des mouches au fond d'un tube, elles ont tendance à grimper le long du tube. En fait, la manip, c'est simple, donc dans le tube en verre. Et il y a des mouches qui, au bout d'un certain temps, n'arrivent plus à grimper. Et vous voyez que le pourcentage de mouches qui n'arrivent plus à grimper, vers 72 jours, il y a 100% des mouches qui sont incapables de se bouger le long du tube. Donc c'est la force musculaire, c'est la dextérité, appelez ça comme vous voulez. Mais si vous leur surexprimez MNT, vous voyez que en fait, le vieillissement musculaire ou le vieillissement, comme vous voulez, est beaucoup plus tardif, et ça, c'est lié à la surexpression de votre gène NMT, un facteur helix loop helix qui réprime la transcription au niveau des ribosomes. D'accord ? Donc, une analyse de transcriptome, donc l'analyse des gènes qui sont exprimés, montre que les gènes réprimés par la surexpression de MNT, dans ces conditions-là,
sont extraordinairement incluent énormément de protéines ribosomales et de ribosomal, donc ces ribosomes qui permettent la biosynthèse des protéines, et de composants du nucléole. Donc je rappelle donc que les ribosomes sont aussi composés d'ARN et de protéines qui interviennent donc dans la traduction des ARN messagers en protéines. Donc ça suggère que le nucléole joue un rôle très important dans la longévité liée à la surexpression de MNT. Donc là, vous voyez ici, vous avez, bon, ils ont fait une analyse par microarray en fait, et bon, on voit beaucoup de trucs du nucléole comme ici. Il y en a d'autres gènes, mais ceux qui sont les plus exprimés sont essentiellement et le plus spécifiquement, hein, si on regarde la spécificité et les p-values, la probabilité, sont des éléments nucléolaires. Donc, de nouveau, j'attire votre attention sur le fait que le gène n'est surexprimé que dans les muscles squelettiques, mais que c'est l'animal entier qui survit, il n'y a pas que le muscle, hein, ça nous ferait une belle jambe. Donc, si avec le muscle qui survivait, tout le monde survit. Donc la dia suivante, voilà, hein, confirme au niveau individuel la répression de gènes nucléolaires. Voilà ici des gènes nucléolaires. Vous avez ici, dans le mutant MNT, une surexpression de gènes nucléolaires. Je vous rappelle que le mutant MNT, les souris meurent plus tôt, hein, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais que je vais vous montrer maintenant. Mais que quand vous surexprimez MNT, en utilisant ce système Cal4-UAS, alors vous avez une répression de tous ces gènes nucléolaires. Et ça, c'est important. Vous pouvez le voir aussi si vous prenez un gène rapporteur luciférase avec un promoteur de gènes nucléolaires. Vous avez une répression de ces gènes nucléolaires. Et ce que vous voyez ici, c'est que si vous regardez le taux de survie, donc vous faites le MHC GAL4 UAS, machin truc, donc un de ces gènes nucléolaires. Vous voyez que vous avez une augmentation du taux de survie. Hein. Non, ce que vous faites ici, c'est que si vous injectez un RNAi, vous faites exprimer un RNAi qui est un répresseur d'un de ces gènes nucléolaires, de celui-là en l'occurrence, alors vous n'avez plus besoin de MNT parce que vous le réprimez par un ARN interférentiel qui réprime directement le gène sans passer par MNT. Et bien, si vous faites ça, il suffit de supprimer l'expression de ce gène par une expérience d'inhibition. Si vous prenez un RNAi contrôle du gène white, celui qui donne la couleur des yeux chez les mouches, eh bien, vous voyez que là, vous avez une augmentation de la survie et aussi une augmentation de la capacité qu'ont les mouches à grimper le long du tube. Donc, une répression directe de l'activité du nucléole augmente les chances, les probabilités de survie en même temps que la capacité musculaire ou la dextérité de ces mouches. Hein. Donc, le nucléole a été impliqué en fait dans la régulation de la sénescence réplicative hein, chez la levure. Il y a déjà très longtemps, en fait, en 1997. Et ce nucléole est un carrefour pour la sensibilité au stress chez tous les organismes pluricellulaires. Les protocoles qui retardent le vieillissement cellulaire, par exemple les traitements à la rapamycine, rappelez-vous, on en a parlé, c'est toujours le problème de la restriction calorique, donc les traitements à la rapamycine, réduisent la taille et la fonction nucléolaire. Ça, c'est un truc qui est connu. D'où l'idée de rechercher un rôle pour le nucléole en aval de MNT. Hein. Donc, c'est sur cette base que les auteurs ont réprimé l'expression de protéines nécessaires à la maturation des ARN ribosomaux et à la biogénèse et à la fonction des ribosomes. Donc, les ribosomes, c'est-à-dire que c'est la fonction principale du nucléole, hein, de faire des ribosomes qui, eux, dont la fonction principale est de fabriquer des protéines, de traduire les messagers. Donc, c'est ce que je vous montre ici, c'est que si on prend des RNAi qui sont dirigés contre plusieurs de ces gènes, là je vous donne l'exemple avec CG5033, eh bien, et qu'on les exprime spécifiquement de nouveau, et c'est ça qui est vraiment amusant,
spécifiquement dans le muscle squelettique, hein, on augmente la survie de toute la drosophile. Donc là, il y a un truc qui est quand même tout à fait intéressant. Donc là, ils ont vérifié ensuite si MNT réduit les fonctions nucléolaires en mesurant le niveau des ARN 28S. Alors là, c'est l'ARN ribosomal. Les ribosomes, c'est fait de très grand nombre de protéines. Il y a une petite sous-unité et une grosse sous-unité avec pas mal de protéines. Et puis, il y a un ARN 28S, un ARN 16S et un ARN 5S, de tailles différentes, les ARN. Et ça s'assemble, et c'est ça qui lie le messager et qui permet, après la transcription du messager, de traduire le messager en protéines. Parce que c'est au niveau du ribosome que l'ARN de transfert qui porte l'acide aminé vient reconnaître le bon codon dans le messager. Donc, le ribosome a une fonction absolument essentielle, évidemment, dans le processus de traduction. Donc, ce qu'ils ont vu ici, si vous voulez, c'est que quand on exprime MNT dans le muscle, en utilisant le promoteur spécifiquement musculaire, alors vous voyez qu'au cours du vieillissement, entre 1 semaine et 5 semaines, on est chez les mouches, on n'est pas ailleurs, on a déjà une diminution spontanée de la synthèse de l'ARN ribosomal. Mais si vous surexprimez GAL4, MNT, vous avez dès 1 semaine une perte de cette expression. À bout de 5 semaines, il ne se passe rien. Hein. Et ça, vous le voyez dans le thorax, hein, vous le voyez aussi dans la tête, c'est-à-dire dans le cerveau en fait, et dans l'abdomen. Là où il n'y a pas de muscles dans l'abdomen chez la mouche, ou très peu. Hein. Les muscles chez la mouche, c'est les muscles qui sont dans le thorax qui permettent de bouger les ailes essentiellement, hein, et les pattes. Or, les pattes et les ailes sont sur les segments thoraciques 2 et 3 de la mouche, comme chacun sait. Donc ça, c'est assez amusant. L'autre chose, c'est que, bon, ça se fait uniquement. Ça suggère une activité non autonome, si vous voulez, de l'expression de MNT. Alors, c'est un point qui, à mon avis, est essentiel parce qu'il réintroduit l'idée d'une communication entre les tissus et que cette communication entre les tissus joue un rôle important dans le processus de vieillissement. Alors, sur cette base, les auteurs ont regardé la taille des nucléoles. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est amusant. Il y a un marqueur des nucléoles qui s'appelle la fibrillarine, qui permet de regarder les nucléoles. Vous voyez ici que la fibrillarine, elle est en rouge. Donc, en fait, c'est en jaune qu'il faut regarder. En F-actine, ça veut dire que c'est vert, vous voyez, c'est l'actine, mais quand vous mettez du rouge avec du vert, ça fait du jaune. Donc chaque fois que vous voyez du jaune ici, c'est la taille du nucléole. Donc vous pouvez mesurer comme ça la taille de vos nucléoles. Et en fait, si vous exprimez MNT dans vos muscles, hein, vous regardez dans le tissu adipeux maintenant, on n'est pas dans le muscle, vous regardez en dehors du muscle, et bien dans le tissu adipeux, vous avez une perte, une diminution de la taille des nucléoles. C'est-à-dire que vous avez des nucléoles qui deviennent plus inactifs et pas uniquement dans le tissu musculaire, donc une action qui est une action non cellulaire autonome, comme on dit souvent. Et c'est assez important, vous voyez que vous avez une diminution d'un facteur 2 de la taille de vos nucléoles, et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi chez les vieilles mouches. Donc il y a quelque chose qui a à voir probablement avec, en fait, tout simplement une diminution du métabolisme. Hein. Et la diminution du métabolisme permet en fait une plus grande longévité, c'est ce qu'on appelle la restriction calorique, bien entendu. Donc, bon, je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Hein. Donc, quels sont les facteurs, hein, je prends encore 5 minutes et on continuera la semaine prochaine. Hein. Quels sont les facteurs, le ou les facteurs qui sont sécrétés par les muscles et qui sont responsables de cette activité qui est une activité systémique, hein, pas uniquement musculaire, même si les muscles tiennent pas mal de place dans une mouche. Et ça, ils l'ont fait avec un crible, ce qu'on appelle un crible RNAi, c'est-à-dire qu'on va inhiber une par une toutes les protéines, toutes les synthèses protéiques de messagers spécifiques chez l'animal. Donc ça, la drosophile, c'est bien pour faire des cribs, c'est vraiment très pratique. Et donc, ils ont fait un crible RNAi contre plein de cytokines et plein de facteurs de croissance
qu'ils ont rassemblées sous le terme générique de myokines, c'est-à-dire des cytokines sécrétées par le muscle. Hein. Et qui sont, évidemment, puisqu'elles sont sécrétées, elles partent du muscle, elles vont vers les autres tissus, parce qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les autres tissus, bien entendu. Et ils ont mesuré à la fois la survie, c'est des mâles en l'occurrence ici, des mâles, et leur capacité de grimper flies not climbing. Okay, et en fait, ils ont identifié, ils n'ont pas pu regarder toutes celles qui marchaient, mais il y a quand même, dans une certaine région, des protéines qui, quand on inhibe leur traduction, eh bien, augmente, à la fois diminue la durée de vie hein, dans ces régions et augmente aussi, si vous voulez, l'incapacité musculaire de ces petites bêtes. Donc, et parmi ces myokines, une des plus actives, ils n'ont pas toutes étudiées, mais une des plus actives, est ce qu'on appelle la myoglianine. Myoglianine, c'est-à-dire que c'est une protéine qui est sécrétée à la fois par les muscles et par les glies chez la mouche. C'est aussi une molécule de la famille de TGF-bêta dont on a parlé tout à l'heure. Et les orthologues humains s'appellent GDF8 et GDF11. Donc vous voyez qu'on retrouve des types qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Comment vous vous sentez? Vous sentez bien? Vous voulez continuer ou... Non, mais c'est comme ça vous fait plaisir. Hein. Je vous donne encore 10 minutes, on va jusqu'à 45, comme ça on est tranquille. Bon. Non, parce que sinon je ne finirai pas le cours cette année et vous serez obligé de revenir l'année prochaine. Donc, pour confirmer un rôle de la myoglianine dans le phénotype, les auteurs ont établi que ce gène était sous le contrôle de MNT. Alors ça, c'est évidemment important de montrer que MNT régule l'expression de la myoglianine. Donc là, c'est cette manip-là. Vous voyez ici que si vous surexprimez MNT avec le système toujours MHC égale 4, vous augmentez fortement l'expression de la myoglianine, hein, ce n'est pas de la blague, énormément, mais que si vous prenez un mutant MNT moins, c'est-à-dire que vous diminuez MNT dans... Alors là, on est dans le muscle, hein, de nouveau, là on est partout, mais qu'on regarde dans le muscle, on a une perte de l'expression, d'accord ? Donc là, ce que vous pouvez regarder ça aussi avec un luciférase, c'est-à-dire un gène rapporteur lié au promoteur de MNT, de la myoglianine, et vous avez le même effet d'une suractivité de votre rapporteur quand vous surexprimez la MNT. Donc vous pouvez regarder la survie. Je vais arrêter là parce que je vois que les gens avaient prévu de partir. Donc si vous regardez la survie, c'est assez rigolo parce que là, vous prenez votre MHC égale 4 MNT, donc vous surexprimez MNT, hein, et vous avez en gris ici une assez forte expression. Et là, vous prenez MHC égale 4 USMNT, c'est-à-dire que vous surexprimez MNT, et vous mettez un RNAi contre un gène qui est autre, white, donc c'est un contrôle, vous pouvez exprimer un RNAi contre white, il ne se passe rien. Mais si ici, vous faites UAS-MNT et en même temps, vous faites un US-myoglianine RNAi, c'est-à-dire que vous surexprimez MNT, mais en même temps, vous bloquez la synthèse de myoglianine avec un RNAi ou un autre. Ils ont utilisé deux RNAi différents. Mais vous voyez que maintenant, vous avez une mortalité accrue de vos mouches. Donc, et là, c'est pareil pour la même chose, c'est pour l'habileté à grimper le long des murs en verre. Hein. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est à peu près la même chose. Ils ont surexprimé la myoglianine et ils ont regardé la survie. Et là, c'est un contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste l'US-myoglianine, mais il n'y a aucune raison de surexprimer parce qu'il n'y a pas de MHC égale 4. Et là, c'est le MHC égale 4 tout seul. Donc, ça vous augmente votre survie. Et là, ça vous augmente votre capacité à grimper. Donc, c'est intéressant, ça montre vraiment qu'il s'agit bien que cette cible, pas forcément la seule, mais au moins cette cible-là, est impliquée dans la survie de la mouche, pas dans son immortalité, mais dans sa survie, et aussi dans ses capacités de type musculaire. Donc, je vais arrêter là.
Je reprendrai sur ce thème la semaine prochaine avec le problème du contrôle intertissulaire, du rôle du nucléole voilà, dans la survie, dans l'habileté, dans la force, dans la beauté des mouches. Voilà, merci.